Bonjour à tous, merci à la FEF de m'avoir convié à vous faire cette présentation qui s'intitule Population particulière, co-infection VIH-VHC. Alors c'est pas moi qui ai choisi le titre, mais du coup je vais vous proposer de tourner autour de ce titre et de voir si c'est vraiment une population particulière. Alors, juste pour présenter un peu la situation, on estime actuellement qu'en France, il y a 130 000 personnes qui vivent avec le VIH, d'accord, et que les dernières données de prévalence montrent que 16 à 19% d'entre elles sont co-infectées par le VHC. Et si vous regardez, il y a une diminution de cette prévalence, puisqu'il y a 10-15 ans en arrière, on était plutôt à 20-25%. En parallèle de cette décroissance de prévalence, on voit aussi une modification du mode de contamination, puisque la prévalence des gens contaminés par usage de drogue est en train de diminuer, et qu'à l'inverse, ceux contaminés par voie sexuelle ou supposés comme contaminés par voie sexuelle est en augmentation, et notamment chez les homosexuels masculins. Et là encore, par voie de conséquence, on a une modification au niveau de la distribution génotypique, puisque si les génotypes 1 restent prédominants, les 2 et 3, là, en jaune et en orange, sont en diminution, et le 4, lui, en violet ici, est en augmentation. Donc on a un profil épidémiologique qui est en train d'évoluer. Et la deuxième chose, c'est de voir maintenant les gens qui sont connus et dépistés pour le VIH, que représente la co-infection. Donc la première chose, c'est que le taux de dépistage chez les personnes vivant avec le VIH est excellent, il est de plus de 95%. Les cas où on n'a pas la donnée, c'est généralement des gens qui viennent d'être pris en charge très tôt et ou pour lesquels on n'a pas eu le temps de faire la sérologie, ça arrive encore malheureusement. Le dépistage n'est donc pas trop un problème dès lors qu'on a dépisté le VIH. Et la deuxième donnée, quand on ne prend en considération que les gens qui ont un ARN VHC positif, on a 62% des gens qui se sont vus proposer un traitement, là encore avec une variabilité dans les centres, mais ce qui est plutôt globalement pas mal. Alors ce qui est intéressant, c'est de bien garder en tête les 38% pour lesquels il n'y a pas eu de traitement de proposé. Et c'est très important, notamment, je pense, au vu des recommandations qui sont à établir. Parce que ces 38%, c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est un mélange de non-volonté du patient ou c'est un mélange de non-volonté du médecin ou des deux, avec des considérations qui peuvent être aussi variables que la complexité du traitement, la complexité de la gestion avec le traitement antirétroviral, la peur des effets secondaires. Donc il faut vraiment focaliser là-dessus si on veut améliorer les choses chez les personnes vivantes avec le VIH. Et puis si on additionne à ceci ceux qui n'ont pas répondu à un traitement, on arrive à 62% de personnes qui restent à traiter pour leur hépatite C. Si vous faites un calcul au doigt levé, ce n'est pas scientifique, mais on peut estimer qu'on a entre 12 000 et 15 000 personnes actuellement vivant en France, connues ou pas connues, co-infectés VIH-VHC qui restent à traiter. Alors, ceux qui restent à traiter et ceux qu'on connaît, donc des données de la cohorte d'ATATES, là encore, globalement, ils sont essentiellement infectés par un génotype 1 ou 4, ça recoupe ce que je vous dis tout à l'heure, 84%. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y en a 41% qui ont une fibrose avancée. Et sur ces 41%, vous avez plutôt plus de patients pré-traités que des patients naïfs, globalement. Alors, un point clé, c'est que on parle d'urgence thérapeutique, ou plus exactement, il peut y avoir une confusion sur les termes utilisés. Je voudrais m'appesantir là-dessus. Alors, que disent les dernières recommandations de l'ESL? Je trouvais ça intéressant de le mettre. C'est plus un problème de formulation que plutôt une variabilité dans la décision qui a été prise. Globalement, selon la page où vous vous référez, dans un cas, on vous dit que l'indication est la même que chez le patient mono-infecté, et dans l'autre page, on vous dit que le traitement doit être priorisé. Je pense que c'est plus une question de formulation, mais ça indique bien quelque chose, je pense. Donc, la règle générale qui tente à prévaloir actuellement, c'est de dire qu'il faut prioriser le traitement chez les patients infectés par le VIH, indépendamment du stade de fibrose. Alors, qu'est-ce qui légitime une telle approche? Des données très anciennes que vous connaissez tous. Globalement, quand on est co-infecté VIH-VHC, on va avoir une fibrose qui va évoluer plus rapidement que quand on est mono-infecté. Bilan des courses, on se retrouve avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, beaucoup de gens qui sont à un stade de fibrose avancée. Et bilan des courses, quand vous n'êtes pas infecté ni par le VIH ni par le VHC, c'est toujours mieux en termes de mortalité que si vous êtes infecté à la fois par le VIH et le VHC. Ça, jusque-là, ça va. Et qu'est-ce qui explique tout ça? Très clairement, c'est l'intrication et l'interaction entre deux virus qui vont induire des phénomènes d'activation immune, d'inflammation. Il y a moult papiers là-dessus, ça continue de sortir là-dessus. Tout ça va générer des comorbidités et va impacter directement et indirectement sur la maladie et l'atteinte hépatique. Le traitement antirétroviral a peut-être fait quand même changer significativement les choses. Et quand on regarde le risque d'évolution vers la cirrhose, on voit très clairement qu'effectivement, les gens co-infectés ont 2,5 fois plus de risque d'évoluer vers la cirrhose que les mono-infectés. Ça, ce sont des données avant l'ère des trithérapies. Depuis l'ère des trithérapies, ce surrisque il demeure, mais il est passé à 1,7. Donc on a une diminution. Qu'est-ce qui peut expliquer cette diminution? Tout bêtement, déjà, le contrôle virologique. En ordonnée ici, vous avez la vitesse de progression annuelle de la fibrose. Ici, des gens qui ont une charge virale qui n'est absolument pas contrôlée, un peu contrôlée, parfaitement contrôlée. On voit très bien qu'il y a une corrélation entre le contrôle de la charge virale VIH
et la vitesse de progression de la fibrose. Et quand vous regardez quelqu'un qui a une charge virale contrôlée et que vous le comparez à quelqu'un qui est VIH négatif, on a une vitesse de progression qui est identique. Vieille donnée, toujours d'actualité, vous prenez un papier tout récent. Qu'est-ce que dit ce papier tout récent quant au risque d'évolution de la fibrose? Donc là, c'est évolué par l'APRI. Par log de charge virale VIH supplémentaire, vous gagnez 20% de risque de progression de la fibrose. Donc le contrôle immunologique VIH, c'est déjà un traitement, une prise en charge de l'hépatite C. Deuxième donnée, j'ai pris des papiers très récents, mais on pourra en trouver d'autres, c'est le risque notamment de mortalité hépatique chez les patients co-infectés. Globalement, les deux courbes du haut, c'est votre risque si vous avez une fibrose supérieure ou égale à 2. Les deux courbes du bas, c'est si votre fibrose est inférieure à 2. D'accord? Donc globalement, clairement, il vaut mieux avoir une fibrose F0, F1 que F2, 3 ou 4. Donc jusque-là, ça va. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la courbe du bas à chaque fois dans chaque binôme correspond aux gens qui ont plus de 300 CD4. Celle du haut à ceux qui ont moins de 300 CD4. Ce que dit cette courbe, c'est que certes, la fibrose initiale est un argument important pour le devenir clinique des gens, mais ce qui compte aussi, c'est leur état immunologique. Et plus leur état immunologique est mauvais, plus ça induit un risque pour eux de mortalité hépatique. J'insiste bien que hépatique. Et si on veut prendre un autre endpoint, qui est par exemple l'hépatocarcinome, autre papier récent, globalement, le fait d'avoir des T4 bas majore le risque d'avoir un hépatocarcinome. Donc non seulement il faut avoir un contrôle de la réplication VIH, mais il faut avoir une restauration immune. Et ça, ce sont des éléments clés aussi pour le devenir des gens. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli, mais les gens F0, F1, il y a quand même une petite mortalité, on l'a vu sur la courbe précédente, et ces gens-là, donc il faut les traiter, et la question c'est, est-ce qu'il y a une urgence à les traiter individuellement? Alors, le raisonnement, c'est de se dire, peut-être qu'ils ne vont pas avoir de mortalité à court terme, en tout cas avec des échéances aussi brèves, mais le fait de leur permettre d'évoluer, de passer à un stade de fibrose supérieur, par transitivité, on va augmenter leur risque. Et donc, c'est peut-être intéressant de les traiter très rapidement pour éviter qu'ils passent à un stade de fibrose ultérieur. Je ne sais pas si tout le monde m'a suivi, parce que moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que je viens de raconter. Partant de là, il y a très peu de papiers là-dessus, et donc ce papier est intéressant parce qu'il a été publié dans les pathologies, et c'est des biopsies appareillées. Ils ont pris grosso modo majoritairement des gens F0, F1, ils ont regardé ceux qui avaient progressé d'un stade dans le score Métavir, et qu'est-ce qui ressort? Le BMI ou le taux de transaminase, qui sont probablement des surrogate marqueurs de NASH ou de choses que vous connaissez mieux que moi, qui sont des facteurs prédictifs d'évolution de la fibrose. Donc au final, que disent les rapports VIH, le rapport DUMO, sur la prise en charge des patients co-infectés? Ils disent globalement il faut un traitement antirétroviral efficace. Ça reste la règle. Et tous les gens qui ont des fibroses hépatiques au moins supérieures à 2, manifestations extra-hépatiques, au risque de transmission du VIH, il faut les traiter. La décision doit se faire au cas par cas pour les autres. Alors, il a été argumenté que c'était du fait d'un rationnement économique qu'il y avait ce postulat-là. Non, parce que cette solution-là, le cas par cas, il doit se moduler à titre individuel. Et tout à l'heure, dans la discussion, je ne sais plus qui a fait allusion à la décision face au patient, mais on en est là. C'est la décision face au patient et prendre en compte des caractéristiques qui lui sont propres en termes de cytolyse, de comorbidité, de réplication VIH, etc., font moduler éventuellement la décision au cas par cas. Et vraiment, ce que je voudrais dire, et ce qui me semble être important, moi, pour des recommandations, c'est qu'il y a un raisonnement qui est à l'échelon individuel et collectif, où, évidemment, il faudrait traiter tout le monde. La question ne se poserait même pas 100% d'efficacité, 0% d'intolérance, coût nul, on traiterait tout le monde, on ne se poserait pas la question. La question, c'est qu'on est parasité par tout ça dans nos décisions. Le risque, c'est à l'échelle individuelle. Donc, on va dire que tout patient doit être traité. Il y a une nécessité de traiter tous les patients. Mais j'allais dire chez les co-infectés comme chez les mono-infectés. À l'inverse, l'urgence n'est pas la même. Et ce n'est pas la co-infection qui définit l'urgence. La co-infection va définir un pourcentage plus important de gens en situation d'urgence. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y ait pas une inversion de la recommandation. On s'est battu pendant des années pour pouvoir traiter nos patients F0, F1, ce qui n'était pas dans les recommandations. À l'inverse, maintenant, que ça ne soit pas une faute de ne pas traiter quelqu'un qui est F0, F1 pour des considérations X ou Y. Donc, n'inversons pas la faute. Ou alors, il faut dire que c'est une faute aussi de ne pas traiter quelqu'un qui est mono-infecté F0, F1. Je ne suis pas encore sûr d'avoir compris ce que je viens de raconter. Au final, juste pour vous dire, j'enfonce des portes ouvertes, c'est que si vous traitez quelqu'un qui est co-infecté, c'est comme quand vous traitez quelqu'un qui est mono-infecté, ça lui fait du bien. Et globalement, ça c'est une méta-analyse qui est toute récente, qui est sortie la semaine dernière, où globalement vous voyez le risque de mortalité hépatique chez les gens qui n'ont pas eu de réponse virologique soutenue en gris clair, et ceux qui ont une réponse virologique soutenue, globalement vous voyez qu'on a un petit intérêt. Et non seulement ça, mais ce qui est marrant, pas du tout scientifique, c'est de voir qu'on est avec un gain du même acabit, voire un peu meilleur que d'une cohorte générale comprenant majoritairement des patients mono-infectés.
Alors une fois qu'on a dit ça, on dit comment on les traite. Donc le deuxième truc qui traîne dans toutes les recommandations en hépatologie, c'est de dire le traitement hépatite C chez le coinf, c'est pareil, le seul truc c'est les interactions. Les interactions, les interactions, les interactions. Dont acte. Voyons les interactions. Je reprends le tableau synthétique qui reprend la signalétique que nous on a utilisée en France, qui consiste à voir, et puis qui est utilisé par HIV Drug Interactions, et qui consiste à voir les interactions entre traitements antirétroviraux et traitements anti-VHC. Globalement, donc en vert c'est bon, en rouge c'est pas bon. Déjà, de base, il ne faut pas oublier les fondamentaux. Même s'il y a des gens qui sont encore... peu de gens qui sont traités par stavudine et didanosine, il y en a encore sous idévudine. Et la question sur la ribavirine, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a des gens qui vont être sous ce traitement-là, il y a des interactions qui n'ont pas été mentionnées. Donc il ne faut pas oublier ces interactions potentiellement. Ensuite, il faut réfléchir dans les deux sens. Ça sera ça mon message sur ce point-là, c'est-à-dire que les interactions, ce n'est pas dans un sens ou dans l'autre exclusivement. Chaque traitement va interagir sur l'autre. Et de la même façon, on a une possibilité d'action sur l'un traitement comme sur l'autre. J'entends par là que le traitement anti-VHC, il ne doit pas être calibré en fonction du traitement antirétroviral. Le traitement antirétroviral peut aussi être calibré en fonction du traitement anti-VHC. Et vous allez aboutir à deux situations, grosso modo. Première situation, tout colle, c'est tranquille, on est à la cool. Vous avez un traitement antirétroviral ou le traitement anti-VHC que vous envisagez n'offre pas de difficulté particulière en termes d'interaction, ce n'est pas la peine d'en discuter, tout va bien. Là où ça se complique, c'est quand vous allez choisir un traitement anti-VHC qui pose des problèmes d'interaction potentiels avec le traitement antirétroviral, qu'elle soit rédhibitoire ou non rédhibitoire, qui nécessite des adaptations. Et c'est là où j'insiste bien sur le fait qu'on peut adapter le traitement anti-VHC, soit posologiquement, soit en termes de choix de molécules, mais aussi on peut adapter le traitement antirétroviral. Et c'est là que la concertation est particulièrement importante. Pourquoi ? Je n'ai pas trouvé de données dans la littérature, donc j'ai fait ma petite enquête auprès de copains, de copines, et j'ai regardé des données de cohorte. Et globalement, à la louche, on peut estimer qu'à peu près 40% des gens à 50% des gens ont à la base un traitement antirétroviral que j'appelle toto-compatible. C'est-à-dire vous êtes à l'aise en termes de traitement anti-VHC. Le reste, il va falloir vous adapter. C'est-à-dire dans plus de la moitié des cas, il va falloir adapter quelque chose. Et ce que je voudrais peut-être développer, parce que pour le reste, vous n'avez pas besoin de moi, c'est que le traitement antirétroviral peut être adapté. Et actuellement, il y a des recommandations qui sont en cours d'évolution, qui vont sortir dans un mois et demi, justement, qui cherchent à adapter, à améliorer le traitement antirétroviral en tant que tel, pour la toxicité à moyen et à long terme, indépendamment de toute autre considération. Et la mise en route d'un traitement anti-VHC peut être une bonne occasion également pour améliorer ce traitement antirétroviral. Et j'ai listé quelques situations qui sont très classiques. Des gens sous ténofovir avec une infection rénale limite, il y a peut-être possibilité d'évoluer. Changer les favirenz vers la ripivirine, c'est possible dans l'immense majorité des cas. Alors que les favirenz va être bloquant. La ripivirine ne le sera pas par rapport au traitement anti-VHC. Peut-être bloquant, pardon. Les inhibiteurs de protéase, c'est pareil. Toxicité moyen-long terme qui doit inciter, dans certains nombres de cas, dans beaucoup de cas, à évoluer, par exemple, vers les inhibiteurs de l'intégrase. Donc là encore, c'est la concertation entre le spécialiste du VIH et les pathologues qui aboutira à définir quelle est la meilleure stratégie pour la personne. Ne pas oublier aussi que les patients co-infectés ont de nombreuses comorbidités. Il y en a des caisses. J'ai juste pris un exemple, c'est l'hypercholestérolémie. Donc c'est entre 20 et 30% des patients suivis. Et je me suis, là encore, aucune donnée dans la littérature. Donc j'ai regardé à Dijon, on a 20% de gens qui sont sous hypocholestérolémiants. Et il se trouve que c'est comme ça, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi. 55% de rosuvastatine. Et bien, quand on regarde en termes d'interaction, c'est quelque chose qui est peut-être moins prégnant que les traitements antirétroviraux, mais auxquels on va être confronté tout autant, voire plus souvent. Et sans oublier, bien sûr, tout ce qui est antidépresseurs, anxiolytiques, etc., traitement de substitution. Une fois qu'on a évacué ce problème d'interaction, on en arrive au cœur du problème, qui est quel traitement on met. Donc la règle, je vous rappelle, c'est globalement, on ne se casse pas la tête chez les patients co-infectés, on prend le traitement mono-infecté, et puis si on n'a pas de problème d'interaction, on roule ma poule. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est de dire, on a énormément de données déjà disponibles chez les patients qui sont co-infectés. Donc à partir du moment où on a une démonstration de preuve dans la population à laquelle on veut appliquer sa recommandation, c'est peut-être pas une mauvaise idée de regarder ce que ça donne. Ce que j'ai souligné en vert, ce n'est pas les actions que j'ai dans les laboratoires correspondants, c'est simplement les études de phase 3 avec des durées relativement courtes, j'entends 12 semaines, et qui ont des taux de réponse de plus de 90%. Donc je vous laisse regarder, on ne va pas tous détailler, vous avez des présentations excellentes et exhaustives ce matin, mais vous regarderez que dans la plupart des associations qu'on vous a présentées ce matin, là c'est pour les génotypes 1, et vous avez des taux de réponse qui sont strictement comparables. Donc j'aurais tendance à dire, c'est pas parce qu'il y a ces taux dans la mono-infection, c'est parce qu'il y a ces taux dans la co-infection que ça légitime leur utilisation. Donc ça, c'est un point qui est important. Et le deuxième point, c'est qu'on va retrouver ça dans tous les génotypes, mais parfois on a même des surprises.
Surprise, par exemple, quand vous prenez les fameux génotypes 3 dont on a parlé ce matin, expérimentés, sirotiques, je vous rappelle les données de Valence. Valence, c'est 60% de réponse. L'équivalent qui est Photon 2, alors certes, il y a 23 patients, on va rester calme, on est à 78%. Donc là encore, ce n'est pas inintéressant de regarder, notamment par rapport aux propositions qu'on va faire, les données dont on dispose dans la mono-infection, dans la co-infection. Alors, juste un point qui est important, s'agissant de patients co-infectés qu'on va évacuer, c'est l'impact du traitement anti-VHC sur l'infection par le VIH, dès lors qu'on respecte les règles. Et les règles, c'est tenir compte des règles d'utilisation des traitements antirétroviraux, tenir compte des interruptions, on n'a pas de souci. Et de la même façon qu'en termes de tolérance, on n'a pas de souci non plus dans cette population. Le pire, en termes d'arrêt prématuré, ça a été 3%, enfin un peu plus de 3%. C'était un essai qui était Photon 2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interférence. Par contre, il y avait de la ribavirine. Et ce qui m'amène juste à ramener sur le tapis la ribavirine, qui a été largement débattue ce matin et qui le sera dans les recommandations. Ne pas oublier que la ribavirine, comme je l'ai rappelé dans mon premier tableau, il y a des interactions avec les antirétroviraux. Ça change un peu le tableau d'interaction de base. Ne pas oublier non plus que vous avez beaucoup de patients qui ont une fibrose avancée, et que 64% des gens qui ont infecté ont déjà été traités. C'est-à-dire que la décision de prendre la ribavirine doit reposer sur l'expérience qu'on a chez ces patients. Il y en a 2 tiers qui l'ont déjà eu, la ribavirine. On sait comment ils se comportent. On n'a pas fait leur polymorphisme ITPA ou NT, j'en sais rien, mais on sait comment ils se comportent. Donc on peut déjà regarder ce que ça va impacter sur leur qualité de vie et sur leur chance d'aller au bout du traitement, même si c'est plus 1 an et que c'est plus que 3 mois. Et d'un autre côté, il faut mettre en parallèle l'espérance de gain, parce que l'espérance de gain, dans certains cas, oui, on peut se dire que, dans d'autres cas, c'est du 3% sur 2 études pas forcément comparables. Donc je pense que c'est vraiment, là encore, une décision individuelle, cet aspect ribavirine, et la co-infection apporte peut-être un éclairage supplémentaire dans la décision d'utilisation ou de non-utilisation de la ribavirine. Alors, nous, on n'a pas de target, on n'a pas de trio, hein, on a EPAVI, entre autres. Et donc, l'idée, c'est dans la vraie vie, est-ce que finalement, on retrouve les mêmes données? Alors, je vais vous le faire vite. Globalement, oui, les données, c'est les mêmes. J'ai juste souligné un truc, là. C'est juste parce que moi, j'ai fait ça, donc je voulais en parler, Sophos-Cimé. Juste pour vous dire, c'est une association qui est dans la colonne rouge, qui n'est pas pratique. C'est pas que je recommande de faire Sophos-Cimé, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que de façon pragmatique, quand on veut, on peut, dans beaucoup de cas. C'est une question d'adéquation, d'adaptation, etc. On adapte l'un ou l'autre traitement et tout peut se faire. Quand on regarde les données, les précédentes c'était sirotiques, là en l'occurrence c'est des patients de la TU Cordes d'Aclatasvir, là encore on retrouve des pourcentages qui sont similaires, même si dans certains cas bien évidemment les génotypes 3, le nombre de patients est limité à ce qui a été montré dans la mono-infection. Alors quels sont les points importants? On va dire, on est plus près de 12 000, et on va dire 12 000 à 15 000 personnes vivant avec le VIH ont une hépatite chronique C qui doit être traitée. La question clé pour moi, c'est pourquoi il y en a 38% qui n'ont pas été traités. Et il faut vraiment prendre ça en compte dans les considérations. Il ne faut pas coincer les gens dans une case ou à l'inverse les exclure d'une autre case. Il faut vraiment penser à ces motivations-là. La prise en charge, elle doit être globalisée. Ce n'est pas la prise en charge d'une hépatite C, ce n'est pas la prise en charge d'une infection par le VIH, c'est quelqu'un qui a 2 problèmes et la gestion des 2 problèmes ne peut se concevoir que de façon globale. Le contrôle de la réplication VIH reste essentiel. Je ne vais pas décliner tout ce qu'on vient de raconter, mais notamment en s'aidant de cette perspective de traitement pour intégrer dès le départ ou reconsidérer le traitement antirétroviral à la lumière de ce qu'on peut faire derrière. Même si, j'insiste bien, il n'y a pas de démonstration d'un bénéfice direct sur la réponse virologique soutenue. C'est-à-dire qu'on sait le bénéfice sur l'évolution de la maladie hépatique, mais pas sur la réponse au traitement. Point qui est important, vous allez dire, il dit que des conneries. L'évaluation de la fibrose reste importante. C'est une évidence pour vous. À partir du moment où on fait des recommandations, on dit on peut traiter les gens, on se fout de la fibrose, le risque, c'est que les gens ne regardent plus la fibrose, ils ne la réévaluent pas. Et je pense que c'est un point important à visser quelque part, que les gens doivent continuer. Et je veux pour preuve une petite expérience sur l'hépatite B, où comme nous, on traite tout le monde par... Enfin, beaucoup de gens sont traités par la bande, leur VIH et leur VHB, et les évaluations de l'hépatite B, chez les co-infectés, des fois, on peut en parler. C'est pas forcément taquet. Les indications du traitement anti-VHC, c'est tous les patients, même s'il y a une différence pour moi entre justification et nécessité et impériosité et urgence. Ce n'est pas la même chose. Et le choix est surtout fondé sur le génotype et la fibrose, et éventuellement sur les antirétroviraux associés et l'antériorité thérapeutique. Les schémas recommandés, oui, chez les mono-infectés, ils s'appliquent pour les personnes vivant avec VIH. Mais pour moi, je plaide pour une simplification des traitements de telle façon à ce que ça puisse s'appliquer au plus grand monde. Ça n'exclut pas le pragmatisme, notamment prendre des solutions tout orales qui peuvent convenir au prix d'adaptation. La ribavirine, pas forcément systématique, et à l'inverse, ne pas rejeter l'interférence systématiquement. Si je veux aller au bout de ma démarche, et là je vais avoir des sacrés problèmes en termes de conflit d'intérêts, l'idée c'est de sortir en rouge les données qu'on a chez les co-infectés.
on a déjà tout un tas de données, dans la plupart des cas, on a des taux de réponse supérieurs à 90%. Est-ce qu'il est légitime de faire 2, 3, 4 lignes? Je vous les juge. Là, en l'occurrence, c'est une version de voyage. C'est ce qu'on fait, nous, localement, dans notre centre. Ça se base sur le taux de RDS, la preuve de co-infection et les interactions attendues. Donc, je ne vais pas les détailler. Ce sont des propositions. Tout ce qui est en rouge, c'est ce qui est validé. J'attire juste votre attention sur cette approche-là, où on est avec, dans la pire des cases, sirotrique pré-traité avec 78% selon Fonto 2. La question est, est-ce qu'il vaut mieux avoir 20% de gens en échec de Sophos-Riba ou 10% de gens en échec de Sophos-Dacla par rapport à la gestion qu'on doit faire derrière? Je laisse ça à votre sagacité, je n'ai pas les compétences. Autre chose que je voulais mentionner par rapport à ce tableau-là, c'est que ça n'exclut pas un certain pragmatisme. Commencer par Sophos-Peg-Riba ne veut pas dire qu'on fera Sophos-Peg-Riba jusqu'au bout si les gens ne le tolèrent pas. Le PEG, il peut s'affranchir, on pose sur un schéma Sophos-Riba Photon 2, où on peut rajouter du Dacla. Si on veut élargir un peu, on a 2-3 données supplémentaires, je ne vais pas détailler, chez le coinf d'une façon ou d'une autre, qui peuvent également être positionnées. Mais globalement, on pourrait simplifier. L'idée, c'est que ça puisse s'appliquer au plus grand nombre, c'est-à-dire que les prescripteurs puissent s'approprier ça et que les patients puissent s'approprier ça. Je finis, c'est ma dernière diapositive, messieurs les modérateurs. Donc, les points réglés, c'est intégrer le coût des traitements. Je vais me faire taper dessus. Je voulais juste vous raconter une histoire. Pourquoi j'en parle là? Je n'ai pas de légitimité en tant qu'infectiologue à parler de ça. Je voulais juste vous dire qu'en 2013, on a intégré dans les recommandations le coût des traitements. Non pas en tant que critère de choix, mais à autres caractéristiques comparables. J'entends efficacité, tolérance, maniabilité, acceptabilité. Et il s'est trouvé qu'une solution thérapeutique a été moins bien classée que les autres, uniquement à haute... Enfin, il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres choses, parce qu'elle était la plus chère à critères d'efficacité, maniabilité, tolérance comparable. Et l'année d'après, le prix a descendu. Donc quand on dit, c'est pas notre problème, ça impacte quand même les recommandations sur l'évolution potentielle des choses. Deuxième point, c'est la simplification des recos. Ça a déjà grandement avancé grâce à notamment à l'arrêté qui a été publié au JO, là au 6 mai, qui a simplifié grandement les choses. L'idée, c'est d'investir les VIHologues dans les RCP parce qu'ils assurent le SAV et le SAV, avant-vente et après-vente. Et puis la problématique des hépatites C aiguës, François en a parlé, je pense que ça fera l'objet d'une discussion. Je vous remercie.